Bonjour Hector. Bonjour, bonjour, c'est le 11e numéro de Mahogany. Aujourd'hui, nous poursuivons notre exploration des métiers liés au vieillissement de la population martiniquaise et notamment à l'assistance aux personnes âgées, qu'elles soient à domicile ou en institution. Nous poursuivons donc cette exploration en compagnie de 3 invités sur le plateau. Donc, Monsieur Dassa Blénier. Bonjour Monsieur Blénier. Bonjour. Monsieur Patrick Sicot, qui appartiennent tous deux, en tout cas qui représentent l'IFMES, Monsieur Blénier qui est responsable pédagogique et Monsieur Sicot qui est passé par une filière AMP dispensée par l'IFMES, tout à fait. Et en notre compagnie également, Monsieur Annonay-Hilaire, qui est professeur de sciences et techniques médico-sociales au lycée Jean-Joseph Dumas à Fort-de-France, ex-lycée de la Pointe des Nègres, qui nous entretiendra des possibilités d'acquérir un titre par le biais de la validation des acquis et de l'expérience. Nous aurons en ligne, normalement d'ici la fin de l'émission, également un représentant du RSMA qui également forme à certains métiers d'aide à la personne au sein de cette institution bien connue des Martiniquais. Vous avez bien compris, donc, qu'il s'agit de la rubrique aidant professionnel. Monsieur Blénier, je m'adresse à vous dans un tout premier temps. Donc, vous êtes responsable pédagogique à l'IFMES. Alors, tout d'abord, pour nos téléspectateurs qui ne le sauraient pas, pouvez-vous nous dire ce qu'est l'IFMES? Alors, l'IFMES, c'est l'Institut de formation aux métiers éducatifs, sanitaires et sociaux qui existe en Martinique depuis 1974. Et depuis lors, l'IFMES a pu étoffer l'ensemble des filières de formation. Alors, pêle-mêle, je peux citer les premières filières mises en place, c'était les éducateurs spécialisés, les moniteurs éducateurs. Ça a été enrichi par la formation des éducateurs de jeunes enfants. Ensuite, ça a suivi les aides médico-psychologiques, mais à l'époque, on parlait la définition n'était pas tout à fait la même. Ensuite, il y a eu effectivement aussi la formation des assistants de services sociaux, la formation des éducateurs techniques spécialisés, la formation des auxiliaires de vie sociale. Et aujourd'hui, on a toute une autre série de formations en formation continue, qu'il s'agisse du diplôme ce qu'on appelle aussi le CAFERUS, c'est un certificat d'aptitude aux fonctions. En fait, pour ne pas nous perdre dans la dénomination, disons que c'est une formation qui débouche sur un titre qui est valable pour les chefs de service. D'accord? Et à côté de cela, nous avons aussi les mandataires de justice. C'est une formation qui est dispensée auprès de toutes les personnes qui s'occupent des personnes majeures, qui sont majeures mais qui sont aussi sous protection. Des personnes vulnérables. Voilà, vulnérables. Donc, c'est dire que l'IFMES est un institut multifilière aujourd'hui. Et donc, on a des formations, ce que nous appelons dans notre jargon des formations initiales dont les frais sont assurés par le conseil régional. Et puis, nous avons aussi à côté des formations continues qui concernent des personnes qui sont salariées et qui, ma foi, dans le cadre de leur formation continue, désirent acquérir un diplôme. Donc, on a à la fois donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons, par exemple, s'agissant des aides médico-psychologiques, 2 types ou 2 groupes. Ceux qui relèvent de la formation initiale et puis d'autres personnes qui relèvent de la formation continue. Alors, juste une petite précision, en formation initiale, quel est le titre ou à quel niveau recrutez-vous des étudiants? Tout dépend de la filière. Il faut savoir que si je prends la filière des éducateurs spécialisés, des assistants de services sociaux ou des éducateurs de jeunes enfants, obligatoirement, il faut avoir le bac ou tout autre titre équivalent au bac. Voilà. Par contre, pour ce qui concerne la formation des aides médico-psychologiques, celles qui nous intéressent ou des auxiliaires de vie sociale, il n'y a pas de diplôme exigé en tant que tel. D'accord, très bien. Donc, les jeunes, moins jeunes, il y a un âge limite?
18 ans. D'accord, très bien. Donc les jeunes et plus. D'accord, très bien. Donc à partir de 18 ans, même sans diplôme, on peut prétendre à intégrer une filière à l'IFMES, la filière des aides médico-psychologiques ou des aides auxiliaires de vie sociale. Donc nous allons rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet un petit peu plus tard. Pour le moment et pour mémoire, nous rediffusons un reportage que nous avions déjà diffusé dans le cadre d'une autre thématique. Nous avions été à la rencontre des structures qui s'occupaient des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, et c'est à cette occasion nous avions rencontré des aides médico-psychologiques, donc un métier relativement nouveau, lié directement au vieillissement de la population et à l'apparition d'un certain nombre de troubles neuropsychologiques. Nous retrouvons Madame Lepel, qui est aide médico-psychologique à l'hôpital de jour de Mangovulsin au Lamentin. Alors, quelle est votre fonction au sein de l'hôpital de jour? J'accueille les patients, donc nous faisons des activités. Ce sont des patients atteints de la maladie d'Alzheimer et nous avons mis en place des ateliers où nous faisons des confections de fleurs en crépon, du plâtre, des dessins. En fait, mon accompagnement est là. Quel est l'intérêt de ces ateliers? Quel est leur rôle? Divers objectifs. Déjà, cela permet de rompre l'isolement, soulager les familles. Ça, c'est important puisque nous savons que la maladie d'Alzheimer fait quand même pas mal de ravages chez nous, et afin de faciliter la tâche auprès de familles, nous les aidons. Donc, selon l'activité, ça peut être un atelier sensoriel, donc on fait appel au sens, ça peut être la vue, le toucher. Par exemple, le plâtre, ça sera le toucher. La peinture, reconnaître les couleurs. Est-ce que vous constatez des évolutions au fil de la participation des patients? Pas toujours, mais au moins il y a un maintien de l'autonomie et nous faisons le maximum pour préserver cela. Constatez-vous que les personnes âgées sont sensibles à la régularité de l'atelier? Est-ce qu'elles se souviennent d'avoir participé à l'atelier précédent? Ça dépend. Quelquefois oui, d'autres fois non. Mais il est important pour elles de venir parce que cela aussi permet de rompre l'isolement. Laisser chez elles et venir à l'atelier de jour à Mangovulsin, c'est comme un nouveau souffle pour elles. Bien, Monsieur Blénier, donc on a vu un exemple de l'exercice du travail, de l'aide médico-psychologique au sein d'un hôpital de jour au contact de malades d'Alzheimer. Est-ce que vous pouvez nous donner une définition de l'aide médico-psychologique? Alors, pour faire court, on va dire que ce sont des professionnels qui accompagnent des personnes âgées, généralement dépendantes, au quotidien, qui les accompagnent pour à la fois les soutenir, promouvoir ou maintenir l'autonomie, les soutenir aussi quelque part dans les activités de la vie sociale. L'aide médico-psychologique, si vous voulez, sa fonction est à la jonction du soin et de l'éducatif. Ce qui fait qu'il y a à la fois, donc je me répète, promotion de l'autonomie, maintien de l'autonomie, contribuer au bien-être et physique et psychologique, et cela à travers des soutiens au quotidien. Voilà, en gros, ce sont des activités, c'est-à-dire que l'aide médico-psychologique doit avoir la capacité ou la compétence d'identifier, de repérer les besoins, les attentes de la personne âgée pour ensuite élaborer véritablement toutes sortes d'activités pouvant contribuer à son épanouissement. Alors, monsieur... Et elle l'a dit tantôt, il y a une dimension, c'est véritablement aussi à la fois prévenir et rompre l'isolement de la personne âgée dépendante. Alors, Monsieur Sicot, vous êtes passé par cette filière d'aide médico-psychologique, AMP, pour faire court, au sein de l'IFMES. Donc, est-ce que vous vous retrouvez, ça fait combien de temps d'ailleurs que vous avez... J'ai été diplômé en 2003, donc j'ai exercé pendant environ 4 ans à ce poste auprès d'enfants et d'adultes polyhandicapés, donc avec une dépendance, un niveau de dépendance assez important. Et effectivement, cette description est extrêmement bien faite. C'est vrai que l'AMP est vraiment le salarié le plus proche de la personne au quotidien. Donc c'est une place prépondérante justement pour accompagner l'équipe pluridisciplinaire à la construction et au suivi, à l'évaluation des différents projets d'activités, de personnalisés, etc. qui sont mis en place.
Très bien. Alors, Monsieur Blénier, sur un plan très concret, comment se déroule la formation? Alors, elle est de combien d'années? Comment se déroule la formation concrètement? La formation des AMP dure 15 mois, avec bien entendu des temps de regroupement pour la formation théorique et aussi des temps cliniques, autrement dit, des séjours dans des institutions, ce que nous appelons la période des stages. Voilà. Quelque part, ce sont des formations qui sont structurées en modules, connaissance de l'individu depuis la naissance jusqu'à la fin de la vie. Il y a toute la dimension psychologique, il y a toute la dimension aussi, j'allais dire, sanitaire ou de soins. Ce qui fait que ce sont des professionnels de tous les champs possibles, des infirmiers, des psychologues, des sociologues et bien sûr aussi des psychomotriciens, etc., qui participent à leur formation. Donc je répète que la formation elle dure 15 mois et elle se solde par un diplôme d'état d'aide médico-psychologique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, toutes ces formations dont on a parlé, qu'il s'agisse des auxiliaires de vie sociale, des aides médico-psychologiques, monsieur a parlé tout à l'heure d'éducateurs spécialisés, toutes ces formations citées initialement se soldent aujourd'hui par des diplômes d'État. Alors il faut savoir que nous, en tant que centre de formation, nous sommes prestataires, le terme n'est peut-être pas adéquat, mais en tous les cas, nous sommes prestataires de formation et c'est l'État qui a toujours la haute main sur à la fois les référentiels et les diplômes, qui organisent les épreuves et qui attribuent les diplômes. Alors, est-ce que vous avez beaucoup d'étudiants? Est-ce que vous avez constaté, depuis l'instauration de cette filière au sein de l'IFMES, une évolution du nombre des demandes? Alors, disons qu'il y a, en tous les cas, tous les ans, nous avons, si vous voulez, un agrément pour former 20 étudiants par an. Et régulièrement, lorsque nous organisons les épreuves de sélection qui ont lieu au mois de mars, avril ou février-mars, nous avons quand même un contingent de candidats non négligeable. Et malheureusement, nous sommes conduits à sélectionner parmi ces candidats les 20 premiers, quoi. C'est vrai que le profil, ce que je peux constater, c'est que le profil de ces professions, elle est essentiellement féminine, quoi. C'est d'ailleurs l'une des particularités du champ du travail social, de façon générale. Je dis bien de façon générale, toutes filières confondues, qu'il s'agisse des assistants du service social dont monsieur était à l'origine, qu'il s'agisse des éducateurs spécialisés, des éducateurs de jeunes enfants, où toutes ces filières, on retrouve 95%, voire à 98% constituées par la gente, par la gente féminine. Alors, ça a une histoire dès qu'on parle de soins et de prise en charge, d'accompagnement. Par la force des choses, la représentation que nous avons compte tenu de la division sexuelle des tâches, d'aucuns considèrent à tort que c'est une fonction qui relève de la compétence de la femme. Bon, pas d'évolution depuis le début? Non, alors, il y a, bien entendu, en fait, à des époques données, si je prends la filière des éducateurs spécialisés ou des moniteurs éducateurs, la gente masculine était dominante. Ensuite, il y a eu un équilibre, mais depuis ces 5 ou 10 dernières années, nous assistons tout de même à une féminisation accrue, ce qui fait d'ailleurs que nombre de directeurs d'établissement nous invitent quand même à sensibiliser la gente masculine pour aborder ces professions-là. L'appel est lancé, hein. Si des jeunes hommes ou si vous avez dans votre entourage des jeunes hommes à la recherche d'une formation et d'une profession qui va évoluer dans les prochaines années, un appel est lancé aux candidatures pour ce type de formation. J'insiste, excusez-moi, j'insiste effectivement que les hommes, ou en tout cas les jeunes garçons qui aient 18 ans ou plus, ils ont la compétence pour exercer ces métiers. Il n'y a pas de compétences spécifiquement féminines en la matière, quoi. Ce que, effectivement, si je prends le cas des éducateurs des jeunes enfants, ça a été le cas, c'est pas moi, des sages-femmes pendant longtemps. On a cru que c'était des métiers exclusivement réservés aux femmes. On s'aperçoit aujourd'hui que des hommes pratiquent ces métiers avec autant de capacités et de compétences. Donc c'est pour dire encore une fois, quels que soient ces métiers, assistant de service social, éducateur spécialisé, éducateur de jeunes enfants, aide médico-psychologique, auxiliaire de vie sociale, voire auxiliaire de gérontologie, oui, il y a de la place à la fois et pour les femmes et
et pour les hommes. Alors, Monsieur Sicot, vous êtes un des cas, un des 2% qui êtes passé par cette filière. Donc, au niveau des débouchés, puisque vous avez effectivement commencé par la filière AMP, par un diplôme d'état d'AMP obtenu après cette formation à l'IFMES, vous avez évolué dans cette profession jusqu'à aujourd'hui être responsable de directeur adjoint à la MEDAV. Alors la MEDAV, vous pouvez nous situer un petit peu? Donc la MEDAV, c'est l'association martiniquaise pour l'éducation des déficients auditifs et visuels. C'est un établissement qui a quand même un certain nombre d'années. Et chez nous, nous avons 2 AMP qui existent. Ce sont 2 femmes. Mais donc voilà, brièvement, c'est de cela qu'il s'agit. Alors, je voudrais qu'on s'arrête un petit peu peut-être sur vos motivations personnelles. Lorsque vous avez fait le choix de cette formation d'AMP, quelles étaient vos motivations au départ? Écoutez, je sors du secteur marchand. Bon, j'ai travaillé pendant de très longues années dans le secteur marchand dans différents domaines. Et bon, j'avais envie de prendre un nouvel élan et puis de me reconvertir. Voilà. Donc j'ai choisi le médico-social peu en cherchant. C'est vrai que j'ai été embrassé tout de suite par ce secteur d'activité qui est quand même un secteur d'avenir. Il y a un certain nombre de possibilités d'intégrer ce secteur-là avec tous les métiers qui ont été cités tout à l'heure. Bon, quelques temps après, en passant tous les détails, je me suis fixé un objectif qui est celui d'aujourd'hui. Mais c'est vrai que je suis très content d'être passé par ce métier d'AMP, puisque je crois que ça change vraiment l'existence. Ce métier m'a donné une autre dimension de la vie, de la relation humaine, de la relation d'aide. Et je crois que c'est assez formateur. J'ai un certain nombre de collègues qui ont suivi cette formation en même temps que moi et puis qui aujourd'hui ne sont pas forcément dans ce secteur-là, mais n'ont jamais oublié ni les modules de formation, ni cette interaction qu'on a pu avoir lors des stages avec cette communication et cette proximité avec les différents autres métiers. Et puis, je crois que ça ouvre les portes et ça forge les hommes et les femmes. Ça enrichit également, donc vous l'avez dit, sur un plan strict, personnel. Tout à fait. Et puis technique. Et puis technique. C'est vrai que j'occupe un poste différent aujourd'hui, mais j'ai un regard différent. C'est vrai qu'un administratif ou quelqu'un qui n'a jamais travaillé sur le terrain. Donc j'ai une écoute peut-être un peu plus, en tout cas différente, parce que je connais très bien le métier d'AMP. C'est un des métiers que j'ai le plus apprécié dans ma carrière. Et donc voilà, ça m'a vraiment apporté ces années d'expérience, ces années de formation d'abord, et puis ces années d'expérience sur le terrain m'ont apporté vraiment une dimension humaine et de la relation d'aide et de la place de l'AMP dans l'organisation hiérarchique des établissements qui est beaucoup plus forte. Faut-il des qualités particulières, des qualités humaines particulières? Il faut avoir des qualités, point. Je crois que la formation à l'IFMES en l'occurrence modifie un certain nombre d'attitudes qui pourraient être pas forcément adaptées pour ce métier-là. Et je crois que quand on est vraiment motivé, non seulement on passe le cap du diplôme, mais on embrasse la carrière avec beaucoup d'appétit et on y découvre beaucoup de joie. La joie notamment des usagers que nous accompagnons. Quand on suit un usager, quand on l'accompagne véritablement en équipe pluridisciplinaire et puis qu'on touche à des résultats qu'on n'imaginait même pas, avec des personnes lourdement handicapées notamment, ce sont des choses qu'on n'oublie jamais. Et forcément, ça forge un homme. Je vous pose la même question que j'ai posée à Madame Lepel tout à l'heure. Vous constatez au contact des personnes que vous assistez, vous constatez des évolutions? Il y a de toute façon des évolutions. Nous ne sommes pas forcément embrigadés dans une obligation de résultat. De performance ou de résultat. Cela dit, la relation humaine que nous élaborons et que nous construisons avec les personnes que nous accompagnons, eh bien, de toutes les façons, nous apporte, mais aussi apporte à ces personnes énormément de choses qu'on n'imagine pas forcément. Et des fois, c'est une juste petite attention qui porte beaucoup de joie et beaucoup d'énergie à la personne d'en face. Donc, oui, il y a forcément... la place de l'AMP est extrêmement importante et apporte forcément une valeur ajoutée à la vie de la personne que nous accompagnons. Monsieur Blénier, avez-vous une idée du nombre d'AMT qui exercent aujourd'hui à la Martinique? Alors pour être sincère, je n'ai pas une idée précise du nombre d'AMP. Tout ce que je peux dire, c'est que bon an, mal an, l'IFMES, nous présentons une vingtaine d'étudiants. Et compte tenu du taux de réussite sur une vingtaine, on a, bon an, mal an, disais-je, entre 16 et 18 réussites. Alors voilà, si j'établis ça sur les 10 dernières années, cela vous donne à peu près une idée approximative du nombre d'étudiants formés à l'IFMES. Étant entendu qu'il n'y a pas que l'IFMES qui soit le seul centre de formation à former
des aides médico-psychologiques. Psychologique, tout à fait. Voilà, donc ce sont des chiffres que je peux vous donner comme ça, mais enfin, disons qu'il y a quand même un nombre assez conséquent, mais cependant, comme vous l'avez dit, le schéma gérontologique à Martinique montre effectivement que c'est quand même l'un des départements où l'on compte le plus de personnes âgées et qui, au fil des années, certaines vont rentrer en dépendance, ce qui nécessite effectivement, alors ça va interpeller les solidarités familiales, les solidarités de proximité, mais enfin, l'accompagnement de ces personnes-là nécessite effectivement la présence de professionnels, quoi. Parce que, ma foi, le don de soi, c'est très bien, c'est formidable, mais ce n'est pas en soi suffisant. Et voilà pourquoi les AMP, quel que soit l'effectif, on va considérer qu'aujourd'hui, dans la situation de la Martinique, ce sont des professions qui, ma foi, ont un avenir dans la mesure où les besoins iront croissant pour accompagner ces personnes-là. Tout à fait. Alors, nous sommes allés dans un autre cadre. Hein. C'est un reportage que nous avons également déjà diffusé dans le cadre de Mahogany. Toujours au contact, parce qu'au-delà de la perte de l'autonomie, hein, de la dépendance liée à des pathologies diverses, hein, aux polypathologies le plus souvent auprès des personnes âgées, il y a les maladies neurodégénératives qui également suivent l'évolution de l'augmentation de l'âge de la population. Et dans un autre cadre que celui de l'hôpital de jour, nous sommes allés voir il y a quelques semaines les personnels qui travaillent au contact de malades d'Alzheimer dans le cadre d'un EHPAD, d'un établissement d'hébergement de personnes âgées dépendantes, des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Donc c'est une autre approche puisque c'est une approche continue et au quotidien auprès des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Donc il s'agit de Madame Marilyn Pieux qui nous explique, elle, son rôle au sein de cette structure. Qui consiste à aider les personnes à faire des activités au bazar. C'est un métier qui s'oriente entre les soins et le médical, on va dire, le soin et le social. Donc, on a plutôt des activités au niveau de la mémoire, on stimule, et qui peut permettre à la personne de garder certains acquis. Alors, est-ce que dans le cadre de votre formation, vous avez reçu une spécialisation pour vous occuper des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer? C'est-à-dire qu'on touche à tout, des démentes, d'Alzheimer, Parkinson. Donc, il faut vraiment, selon les activités proposées, pouvoir répondre à un besoin aussi. C'est le rôle plutôt de l'aide médico-psychologique. Une formation pluridisciplinaire, si on peut dire? Oui, pluridisciplinaire et où on travaille avec plusieurs partenaires, on va dire, comme vous voyez, la psychomotricienne, l'Institut des soins, des infirmiers, donc c'est un petit peu diversifié. Est-ce que c'est un type de structure auquel vous étiez habitué, que vous connaissiez déjà auparavant? Non, c'est une bonne chance pour moi, on va dire, parce que je crois qu'au niveau du métier, c'est vraiment une structure idéale pour pouvoir accompagner la personne. Puisqu'on est plus dans l'accompagnement, pour avoir le temps de consacrer pour faire des activités. Est-ce que vous arrivez à nouer des relations particulières avec les personnes que vous assistez? Oui, elles sont très attachées. On a beaucoup à donner, beaucoup à recevoir d'elles. Si les personnes qui ont besoin de reconnaissance aussi, on est là pour les aider à se retrouver en quelque part, à ne pas se perdre. Si je vous posais la question de savoir quelle est votre plus grande satisfaction au contact quotidien de ces personnes? Je vous répondrai que quand j'arrive, moi, je trouve des personnes qui ont envie d'apprendre et avec lesquelles je n'ai pas vraiment de grandes difficultés à adapter moi. Et je
vois que c'est réciproque. C'est déjà bien. Retour sur le plateau, donc l'exercice de la profession d'aide médico-psychologique au sein d'une structure spécialisée, dans le cadre d'un EHPAD, une structure spécialisée pour la prise en charge des malades d'Alzheimer. Est-ce que, compte tenu, M. Blénier, de l'évolution de ce type de pathologie, dans le cadre de votre formation, vous intégrez des modules particuliers pour les maladies neurodégénératives? Alors effectivement, c'est un projet que nous avons, de développer des modules comme ça de formation continue par rapport à des professionnels qui veulent, compte tenu de ce que vous venez de dire, avoir une spécialisation et de mettre en place un module leur permettant bien entendu de s'adapter aux maladies comme les maladies d'Alzheimer ou à toute autre forme de maladie, quoi. Ce qui signifie quoi, que le tronc commun, ce serait d'avoir le diplôme d'état d'aide médico-psychologique et ensuite de développer des compétences particulières par rapport à des profils de public bien singuliers. Oui, ce sont des modules que nous construisons et à ce niveau, effectivement, ce sont des modules que nous mettons en place, mais dans le cadre de la formation continue. Ce ne sera pas dans le cadre de la formation initiale, mais bel et bien de la formation continue des salariés qui, soit par le biais des organismes collecteurs ou alors moyennant leurs propres finances, vont, ma foi, participer à de telles formations que nous mettons en place. Nous allons publier dans pas longtemps toute une série de modules que nous pourrons mettre en place pour permettre à ces salariés-là de participer à acquérir de meilleures compétences, quoi. Alors, sur un plan concret, toujours, on a parlé de la formation donc, initiale pour les AMP. Dans le cadre de la formation continue, comment cela se passe-t-il? Il y a également des épreuves de sélection? Alors, c'est bien entendu, pour entrer en formation, quel que soit le statut, il faut passer par une sélection. D'abord, justifier de sa motivation. Ensuite, il y a des jurys qui se composent avec des épreuves écrites. Parce que dès que l'on parle de formation, il faut savoir qu'au terme de la formation, puisque ça se solde par un diplôme, il y a des épreuves de certification. Et ces épreuves de certification sont des épreuves tantôt écrites, tantôt orales, ou les deux à la fois, qui nécessitent, même s'il n'y a pas de prérequis au départ, mais n'empêche que pour, passez-moi l'expression triviale, décrocher le diplôme, il faut avoir positivement répondu aux exigences de ces différentes épreuves de certification. Donc oui, il y a des sélections à l'entrée, épreuve écrite et épreuve orale. C'est au terme donc de l'admission à ces différentes épreuves que les candidats rentrent en formation. Que la formation elle soit initiale ou en formation continue. Alors, dans le cadre de la formation continue, tous les profils, on a vu que M. Sicot, par exemple, avait précédemment une expérience dans le domaine marchand ou commercial. Donc, quels sont les profils, dans le cadre de la formation continue, quels sont les profils que vous rencontrez? Écoutez, les profils, à quelques détails près, sont les mêmes. Nous avons donc là une écrasante majorité de femmes. Et c'est vrai que pour ce qui est de la formation des AMP, on va dire que le plus âgé, on va dire 20 ans, et le plus jeune, pardon, ça commence à partir de 19-20 ans, et les plus âgés, on peut aller à 50-55 ans. Donc, on peut réorienter sa carrière, sa vie professionnelle en décidant, en faisant le choix de devenir AMP par le biais de la formation continue. Donc, alors, outre les AMP, toujours dans le champ de l'accompagnement des personnes dépendantes, alors je reprécise que l'aide médico-psychologique travaille et accompagne des personnes dépendantes, qu'il s'agisse de personnes âgées, ou de personnes atteintes de handicap, porteuses de handicap. Donc, tous les champs sont ouverts d'une façon générale. En termes de débouchés concrets, quels sont-ils avec un diplôme d'AMP? Avec un diplôme d'AMP, il faut se tourner un peu vers les institutions où les AMP travaillent. Comme on l'a dit tantôt, ce sont des maisons, ce qu'on appelle les EHPAD, ou la masse, ou encore dans les institutions hospitalières. Donc, quelque part, les employeurs sont assez nombreux. Mais c'est vrai que, de ce fait, je vais peut-être laisser le soin à M. Sicot, ma foi, qui vit dans le milieu, de mieux expliciter ces débouchés. Mais je répète que les débouchés, il faut les évaluer à la hauteur des différents employeurs possibles, quoi. Et comme je viens de le dire, les EHPAD, c'est vrai que, vous l'avez dit aussi, les AMP ne travaillent pas exclusivement auprès des personnes âgées dépendantes, mais travaillent aussi auprès des personnes qui sont en situation de handicap.
Très bien. Alors, nous reviendrons auprès de Monsieur Sicot pour développer ce point. Nous nous interrompons un moment. Nous avons en ligne l'adjudant Duvauchel, qui est chargé au sein du RSMA de la filière de formation d'aide aux personnes, si je ne m'abuse. Bonjour, Monsieur Duvauchel. Oui, bonjour. Bonjour, alors bienvenue dans le cadre de l'émission de Mahogany. Donc vous avez développé au sein du RSMA une filière particulière d'aide aux personnes. Alors c'est un peu une surprise parce qu'on a l'habitude des formations un petit peu classiques dans le bâtiment ou dans la restauration. Donc depuis quand avez-vous mis en place ce type de formation ? Eh bien, actuellement, ce type de formation a été mis en place au sein du RSMA. C'est surtout d'après une demande et une étude sur le département qui a été faite. Il s'est avéré que c'était une filière qui était en pourparlers et qui s'est concrétisée, il y a à peu près 3-4 ans. Sachant qu'il y a une forte demande sur le département dans l'aide à la personne. Donc nous avons mis en place une formation qui dure 6 mois, avec à l'intérieur une formation sur la maladie d'Alzheimer et ensuite différents stages et d'immersion d'entreprise, plus des cours de service aide à la personne faites au sein du RSMA. Alors, ce sont des promotions de... Comment intégrer ce type de filière chez vous? Eh bien, pour intégrer ce type de filière, déjà, bon, venir au RSMA et généralement nous recrutons pour cette filière, c'est des jeunes filles, on va dire à 99%, qui sont titulaires soit du CAP assistante en milieu familial et collectif, les BEP carrière sanitaire et sociale, les bacs pro SMR, les bacs sciences médico-sociales et ST2S. Vous avez une épreuve de sélection Elle passe 2 entretiens parce que nous tenons RSMA à avoir déjà des gens motivés. Parce que l'aide à la personne, c'est un métier un peu atypique, un peu comme le métier militaire. Donc avec des horaires contraignants, on voit des choses qu'on n'a pas des fois l'habitude de voir. Oui. Et puis il faut donner 100% de son temps aux gens qui en aident. D'accord. Et vous travaillez alors dans le cadre de cette formation d'une durée de 6 mois, vous avez un aspect théorique, j'imagine, mais également un aspect pratique, des stages en entreprise? Tout à fait. Il y a une période de 3 semaines d'adaptation en entreprise pour leur donner quand même après la théorie une partie pratique. Donc le SMA a un partenariat avec l'association Casse Grand Moon, qui est située pas très loin du régiment. À Saint-Joseph. À Saint-Joseph, tout à fait, avec Madame Pompé, la directrice, dont on a une très bonne entente et elle nous prend régulièrement de nombreux stagiaires. Oui, nous avons eu l'occasion de faire un reportage à la maison, à la Goutte d'Élixir, où nous avions justement rencontré une de vos stagiaires. Ensuite, nous avons aussi les EHPAD. Donc les stagiaires, en fonction, généralement on essaie de trouver, elles trouvent elles-mêmes déjà les EHPAD, généralement près de leur domicile. Donc pour faciliter tout ce qui est problème de logistique. Et ensuite, pendant leur période de formation, chaque stagiaire a un planning vraiment personnel. Et on accentue aussi sur l'immersion d'entreprise, des petites demi-journées ou des journées toujours avec Casse Grand Moon pour vraiment voir ce qu'est un centre d'accueil de jour de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Alors, comme toutes les formations au sein du RSMA, je crois que c'est une période pendant laquelle les stagiaires sont rémunérés? Oui, tout à fait. D'accord, très bien. Alors, quelles sont vos, pour les téléspectateurs intéressés, quelles sont vos périodes de recrutement, si je peux m'exprimer ainsi, pour ce type de formation? Pour ce type de formation qui est de 6 mois, donc 2 contingents par an, nous avons la direction de Paris comme SMA qui nous donne des quotas de places. Donc là, pour la rentrée normalement c'est janvier ou février 2013, nous cherchons environ, il y a 14 stagiaires. Donc il faut venir au RSMA dès que les personnes sont intéressées et font un premier entretien avec la cellule recrutement pour présenter tous leurs diplômes
dans le domaine. Et ensuite, personnellement, je les reçois et je discute un petit peu avec elles pour savoir un petit peu leur devenir. Très bien. Donc la prochaine campagne de recrutement, hein, si je puis dire, est prévue pour la prochaine rentrée, en tout cas janvier-février 2013. Maintenant, ils peuvent venir dès maintenant. Dès maintenant, les personnes intéressées peuvent venir sur place au RSMA. Nous donnerons en fin d'émission le numéro où on peut éventuellement avoir des renseignements supplémentaires. Très bien. Bah, écoutez, Monsieur Duvauchel, merci beaucoup de votre intervention. Nous aurons sans doute l'occasion de refaire appel à vous dans le cadre de Mahogany. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Bien, alors nous avions effectivement rencontré à l'occasion d'une de nos visites à la Goutte d'Élixir, qui est un établissement d'accueil de jour de personnes atteintes d'Alzheimer, une jeune fille, donc stagiaire au RSMA, qui nous a entretenu, qui nous a parlé de son approche de sa formation et de son futur métier. Nous la retrouvons, il s'agit de Maude Champlain. Je suis au RSMA depuis le mois de septembre. J'ai commencé la formation qui résume la maladie d'Alzheimer. Alors, lorsque tu es rentré au SMA, est-ce que tu avais déjà fait le choix de ce type de formation? Pas vraiment, surtout avec le public atteint de la maladie de l'oubli en fait. Puisque c'est justement en faisant un stage ici que j'ai pu découvrir la maladie d'Alzheimer. En fait, j'avais une crainte par rapport à cette maladie, vu qu'on dit souvent que ce public-là, ils peuvent être agressifs ou pas. Et quand j'ai fait mon stage justement à Casse-Grand-Moun, c'était avant de rentrer au SMA, Au SMA, exactement. Et j'ai pu découvrir que ici, il y a une différente approche des parents en fait. Donc ça m'a conforté pour aller en fait au SMA pour pouvoir avoir plus de connaissances par rapport à la maladie en fait. Qu'est-ce qu'on t'enseigne dans le cadre de cette formation? Ben, déjà, comment aborder le patient, les différentes phases de la maladie. Il y a aussi une partie pratique, ça veut dire on aura 3 semaines de stage où on pourra soit être avec les publics atteints de la maladie d'Alzheimer, mais dans les hôpitaux aussi, dans les EHPAD. Donc on aura le temps de pouvoir, avant de finir notre formation au SMA, on a le temps de côtoyer le public avant d'en sortir même. Est-ce que c'est pas trop difficile? Non, justement. Avant, j'avais très peur justement des patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Mais comment j'ai vu qu'avec l'équipe dynamique qu'il y a ici et comment ils s'occupent généralement bien des patients, ça m'a fait changer d'avis par rapport à cette maladie. Est-ce que tu as noué des relations avec les parents? Ah oui, franchement, ils sont très attachants. Au bout, ils sont très, très, très attachants. Ah oui. Et la formation durera combien de temps au SMA? 6 mois. 6 mois de temps. Et après, tu as une idée de ce que tu souhaites faire? Ben, essayer d'être embauchée ici, justement. On voit, elle a parlé également du côté humain, de l'enrichissement et de l'attachement qu'on peut éprouver à s'occuper de personnes dépendantes, et là plus particulièrement dans le cas de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Donc on voit un autre type de filière qui s'adresse à des jeunes pour une formation courte qui sans doute sera suivie de qualifications ou de poursuites dans l'approfondissement des formations, que ce soit par le biais de l'IFMES ou par le biais d'autres filières. Alors je me tourne maintenant vers Monsieur Announet. Donc, comme nous l'avons rappelé tout à l'heure, vous êtes professeur de sciences et techniques médico-sociales au lycée Jean-Joseph Dumas, mais également, et c'est cet aspect-là qui nous intéresse, vous êtes membre du jury de VAE. Alors oui, voilà, donc je suis issu du milieu social puisque j'ai un diplôme d'état d'assistant de service social et actuellement je suis enseignant, donc professeur de sciences et techniques médico-sociales, et je participe à l'accompagnement et au jury de validation des acquis de l'expérience.
Alors pour ce qui nous occupe aujourd'hui, donc toutes ces professions liées au vieillissement de la population et à l'accompagnement de personnes âgées dépendantes, comment des personnes, on sait, tout à l'heure on a parlé de solidarité familiale, hein, on sait, on a pu le découvrir au sein des différents numéros de Mahogany, que de nombreuses personnes, souvent des femmes, mais également des hommes, hein, qui peuvent être des fils ou des neveux ou des nièces ou des enfants, enfin des membres proches d'une personne qui devient dépendante, accompagnent ces personnes. Et parallèlement, il y a une volonté de développer, enfin de professionnaliser ces accompagnements, parce que comme vous l'avez dit Monsieur Blénier tout à l'heure, c'est vrai que la solidarité et l'empathie c'est beaucoup, mais accompagner une personne dépendante nécessite aussi quelques qualifications. Donc dans le cadre, pour ces personnes qui accompagnent au quotidien des personnes dépendantes, la VAE représente un espace de qualification et d'obtention d'un titre quelconque. Alors, juste sur le concept même de VAE, la validation des acquis de l'expérience, est-ce que vous pouvez nous définir un petit peu qu'est-ce que ça veut dire? Oui, donc la validation des acquis de l'expérience est un droit, hein, depuis la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, qui dit en substance que tout individu qui a travaillé dans un champ pendant au moins 3 ans peut faire reconnaître ses connaissances et ses compétences et les valider devant un jury. Voilà, donc il faut avoir travaillé pendant 3 ans dans un secteur. Bien sûr, il faudra le prouver par des attestations. Et il faudra bien sûr le prouver en regard d'un référentiel, ce qu'on appelle un référentiel, donc, qui est un document unique sur lequel on va se référer pour vérifier que cette personne possède ses connaissances et ses compétences. Alors, pour ce qui nous concerne, donc, quelqu'un qui accompagne au quotidien une personne âgée dépendante peut, à partir de l'expérience qu'elle a acquise, même sans titre, même sans qualification, même sans diplôme au préalable, peut se prévaloir de Absolument, la VAE. Puisque la VAE s'adresse aux gens qui n'ont pas de titre et de diplôme et qui veulent faire reconnaître non pas leur expérience, mais les acquis de cette expérience. Voilà. Donc, la procédure est simple. Il faut faire une demande auprès de l'organisme valideur. Moi, je travaille pour le rectorat depuis 8 ans, notamment sur le DES, le diplôme d'état d'éducateur spécialisé. Donc, je fais de l'accompagnement et également, je participe au jury de validation. Il y a un livret 1 qui est remis au rectorat. Ce livret 1 est plus administratif, donc des renseignements justement sur votre historique professionnel pour vérifier justement la recevabilité de votre demande. C'est-à-dire, est-ce que effectivement vous répondez à ces 3 années et est-ce que ce que vous avez fait correspond à ce qu'on attend de vous dans le référentiel? Donc, c'est le livret 1. Suite à votre dépôt de livret 1, vous avez une recevabilité. Donc, on vous dit effectivement, vous pouvez continuer. C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas dire, ça fait 3 ans que j'accompagne une personne âgée dépendante. Donc, alors, il faut effectivement répondre à des critères, un certain nombre de critères. Donc, ce sont des critères qu'on trouve où Ces critères dans le référentiel. D'accord. Donc, tout un chacun peut taper sur un moteur de recherche le titre, le diplôme et vérifier dans ce référentiel s'il fait ce qu'on demande dans ce référentiel. Évidemment, peut-être qu'on ne fait pas tout ce qui est dans le référentiel, mais en tout cas, dans les grandes fonctions du référentiel, en faire le maximum. C'est-à-dire que le référentiel, si j'ai bien compris, c'est un document dans lequel on retrouve les différentes qualifications ou les différentes tâches. Voilà, les différentes fonctions, les différentes activités et les différentes liées tâches. à l'obtention de tel ou tel diplôme. Oui, c'est ça. Donc, par exemple, dans notre cas, on a parlé des AMP, on a parlé des auxiliaires de vie sociale. Donc, ce sont par exemple des titres qui sont répertoriés avec en face un nombre des tâches, des fonctions. Oui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des diplômes qui sont validés par l'éducation nationale. Le DES, par exemple, c'est en collaboration avec le ministère de la Santé, mais il y a d'autres diplômes qui sont uniquement du champ de la santé. Par exemple,
le diplôme d'aide-soignant. Oui. C'est uniquement la santé. Nous, on ne s'occupe pas de ce diplôme-là. On s'occupe du DES, notamment, hein, diplôme d'éducateur spécialisé. Donc, je poursuis en disant que quand vous avez votre recevabilité, vous remplissez un livret 2. Alors, dans ce livret 2, il faudra vraiment prouver vos connaissances et vos compétences par la description, justement, de 4. Il y a 4 modules hein, pour le diplôme d'État d'éducateur spécialisé. Il y a 4 modules et il faudra faire la preuve par des activités concrètes. Des activités que vous avez conduites, que vous avez menées sur le terrain. Il faudra que le jury puisse lire dans ce que vous écrivez que vous maîtrisez ces connaissances et ces compétences. Vous déposez ce livret 2 et ensuite vous soutenez devant un jury donc composé de professionnels, donc des éducateurs et des personnels de l'éducation nationale, puisque c'est un diplôme mixte. Et à ce moment-là, vous êtes validé ou vous n'êtes pas validé. Donc vous pouvez avoir la totalité du diplôme, vous pouvez avoir certains modules que vous conservez pendant 5 ans, donc ça veut dire que vous avez 5 ans pour passer le diplôme, ou vous n'êtes pas validé du tout. D'accord, très bien. Donc la validation totale signifie l'obtention du titre. Absolument. Et il n'est pas noté sur ce diplôme que vous l'avez obtenu par la VAE. Donc ce n'est pas un diplôme au rabais, c'est le même diplôme d'État qu'on aurait pu obtenir. Les gens pensent que la VAE, c'est plus facile, c'est pas vrai. Non. C'est-à-dire que vraiment, il faut avoir acquis l'expérience, les qualifications, et donc ça m'a l'air quand même d'être un parcours un petit peu compliqué qui peut rebuter certains candidats. C'est compliqué, c'est long. En même temps, c'est pas long, puisque c'est une démarche qui va prendre 1 année. Dans la formation initiale, c'est 3 ans. Donc vous voyez que... Mais c'est vrai que donc là, on suppose que les 3 ans, on les a déjà accomplis et qu'en fait, il faut juste valider. C'est exactement la démarche inverse. C'est-à-dire qu'on a travaillé et on montre ce qu'on a fait. On prouve, c'est une preuve. On doit prouver. Alors que dans l'autre cas, on apprend et ensuite on prouve sur le terrain. Vous voyez, c'est complètement la démarche inverse. C'est pour cela que c'est intéressant de se faire accompagner. L'accompagnement est important. Vous avez parlé d'accompagnement, alors comment ça se passe? Alors bon, on va prendre un cas concret hein, pour être un peu plus clair. Donc une personne X, bon, j'ai travaillé auprès de ma mère ou de ma tante ou de ma grand-mère pendant un certain nombre d'années. Je souhaite aujourd'hui acquérir une vraie qualification. Donc j'ai acquis un certain nombre d'expériences, sur le tas, peut-être intuitivement ou au contact ou en regardant faire les professionnels qui gravitaient autour de cette personne. Donc quelle est ma première démarche? Alors, me renseigner sur le référentiel. Dans ce cas particulier, ce qui va me gêner dans un premier temps, c'est que cette personne n'a pas travaillé en équipe. Elle a travaillé chez elle. D'accord. Vous voyez? Et souvent, les personnes qui présentent le DES, le diplôme d'état d'éducateur spécialisé, par exemple, ce sont des moniteurs éducateurs. Oui, dans ce cadre-là. Oui. Donc, il faut quand même travailler en institution. Il faut travailler avec des équipes. Travailler seul, isolé, non, on n'a pas la même méthodologie, on n'a pas les mêmes outils qu'en travaillant en institution. Donc, ça va être difficile. Alors, c'est pour un diplôme peut-être un petit peu particulier, mais si on peut néanmoins prouver à partir du référentiel qu'on a accompli. Oui, j'ai eu ces cas dans d'autres diplômes, effectivement, des gens qui ont travaillé à domicile, par exemple, et qui veulent obtenir des diplômes collectifs, de personnes qui ont travaillé en collectif, c'est possible, il faut voir en cas par cas. Justement, c'est pour ça que dans la VAE, il y a des étapes incontournables. Donc la première étape, justement, c'est de vous positionner sur un diplôme. C'est-à-dire que je reçois le candidat et je vois, il me raconte ce qu'il a fait et je vois au regard de ce qu'il a fait, est-ce que ça correspond au diplôme? Toujours avec ce référentiel. C'est vraiment le document indispensable. Est-ce que ce qu'il a fait correspond à ce référentiel ou à un autre diplôme? Peut-être que c'est un autre diplôme. Vous voyez? Si ça correspond au diplôme. Ensuite, on a un entretien individuel
où là, on va rechercher dans son histoire professionnelle quelles activités significatives et représentatives du diplôme que cette personne va développer par la suite dans le livret 2. Ces 4 modules. Qu'est-ce que je vais développer? Je vais décrire quoi? C'est un grand travail d'écriture, la VAE. Qui dure environ combien de temps? C'est une année. D'accord. Donc, il est souhaitable pour les candidats de se faire accompagner. Il faut se faire accompagner. Donc, après avoir trouvé ces 4 activités minimum, ensuite, il y a un atelier méthodologique. Cet atelier méthodologique, c'est un atelier d'écriture. Mettre en mots, mettre à l'écrit ce qu'on a fait. Ce n'est pas évident non plus. On est dans la routine, on n'a pas pris de recul suffisant pour pouvoir dire ce qu'on fait, comment je le fais, quelles sont mes procédures. Vous voyez, ce n'est pas évident. Et quelquefois, le candidat, effectivement, il se rend compte finalement qu'il fait beaucoup de choses, mais il ne sait pas qu'il les fait. Donc il faut effectivement arriver, c'est sans doute un des écueils du processus, arriver à bien déterminer, bien cibler les tâches, pour coller, pour voir, tout à fait. Coller au référentiel. Et donc il y a quand même une aide. Et une autre étape, après cela, c'est la préparation à l'entretien. Donc là aussi, comment défendre son dossier devant le jury. Vous voyez, c'est un gros travail également de l'oral. On passe, si vous voulez, de l'expérience à l'écrit et de l'écrit à l'oral. Comment aborder le jury? Donc il y a une bonne préparation. On a 20 minutes pour convaincre devant le jury. Alors devant le jury, c'est un jury qui est composé de combien de personnes pour le rectorat? Au rectorat, en général, on est minimum 4. D'accord. Minimum 4, un représentant de l'éducation nationale, des professionnels, des éducateurs, des directeurs également de centres. Voilà. Très bien. Donc alors, on le voit, c'est une voie qui n'est pas la voie classique de la formation, mais qui peut effectivement aboutir à un diplôme lorsqu'on n'en a pas. Vous avez en moyenne, vous examinez combien de cas? Alors, là aussi, je n'ai pas de chiffres, mais ce que je peux dire, c'est en constante progression. Il y a énormément de demandes de VAE. Vraiment, si je suis investi dans la VAE, c'est que je pense que c'est vraiment la voie de demain. La formation continue, la VAE, c'est vraiment ce qui est imprégné maintenant, et ça se développe énormément. Très bien. Écoutez, je vous remercie, Monsieur Annonay. Notre émission de ce jour arrive à son terme. Alors, pour mémoire, pour toutes ces professions liées à l'assistance, à l'accompagnement des personnes dépendantes, qu'elles soient âgées ou qu'elles soient simplement atteintes de handicap, plusieurs types de formations et de qualifications s'ouvrent à vous. Alors, pour mémoire, nous allons rappeler les candidats intéressés par les filières de l'IFMES. Monsieur Blény, est-ce que vous avez les coordonnées de l'IFMES en tête? Alors, les coordonnées de l'IFMES peuvent appeler le 79 23 82, c'est le standard. Sinon, nous sommes à Rivière-Laure, en face du foyer départemental de l'enfance. Et puis, ma foi, pour ceux qui ne souffrent pas de la fracture numérique, vous allez sur n'importe quel moteur de recherche, vous tapez IFMES, URAS IFMES, et vous avez toutes les coordonnées. Et d'ailleurs, pour les personnes qui sont intéressées par des inscriptions à nos différentes filières, ils peuvent télécharger le document d'inscription. Directement sur le site voilà. de Donc, c'est dire qu'en ce qui concerne les sujets qui nous concernent, nous avons effectivement au sein de l'IFMES la formation des aides médico-psychologiques, des auxiliaires de vie sociale. Dans le cadre de la formation continue, nous pouvons aussi mettre en place une formation d'auxiliaire de gérontologie. Et je veux dire, la particularité auxiliaire de gérontologie, auxiliaire de vie sociale et aide médico-psychologique travaille essentiellement aussi autour de la personne âgée, toujours dans l'accompagnement au quotidien, au plus près de la proximité, afin de promouvoir l'autonomie, ma foi, et le bien-être et l'épanouissement de ces personnes-là. Très bien, je vous remercie. Monsieur Annonay, donc les personnes qui sont intéressées par un processus de VAE peuvent s'adresser directement au rectorat? Alors, il faut aller donc au CVA, le Centre de validation des acquis, qui se trouve à Morne-Tartenson.
C'est l'inspection académique, enfin l'inspection académique, donc voilà. au Morne-Tartanson, donc pour tout ce qui est validation des acquis et de l'expérience pour les personnes qui n'ont pas encore de diplôme, mais qui ont effectivement acquis sur le terrain une expérience donc au contact. C'est Madame Lefroy qui est la directrice technique du centre de validation qui va les accueillir. Très bien. Alors, je précise que pour les formations sociales, puisque là, monsieur évoquait les formations éducatives, pour les formations sociales, c'est le ministère des Affaires sociales, autrement dit la DGRCS qui organise à la fois les épreuves et aussi la VAE. Ce qui fait que les personnes qui veulent passer une VAE d'assistance service social, une VAE d'aide médico-psychologique, une VAE d'éducateur des jeunes enfants, passent par la DG. Voilà. C'est uniquement pour le diplôme d'État d'éducateur spécialisé. D'accord, très bien. Et nous rappelons donc le RSMA, donc, qui se trouve à Gondo, au Lamentin, ouvre également ses portes aux jeunes intéressés par les métiers liés à l'aide aux personnes et plus spécialement aux malades atteints de la maladie d'Alzheimer. Je vous remercie, Monsieur Sicot, merci. Merci. Monsieur Annonay, Monsieur Blinier. Nous nous retrouvons quant à nous mardi prochain à la même heure. Nous parlerons de diabète. À très bientôt.